Mesdames, Messieurs, on est particulièrement heureux de cette assemblée ce soir pour que vous puissiez assister donc au témoignage de Louise, qui pendant plusieurs années a mené ce travail universitaire, alors en partenariat avec la Fédération des chasseurs qui lui apportait le soutien logistique d'un côté, et avec l'Université de Paris-Nanterre de l'autre, pour écrire cette thèse sur les relations entre les habitants du massif jurassien, le lynx boréal et les autres espèces animales. Un très vaste sujet, mais aussi un sujet qui suscite très souvent de fortes passions. Mais le travail qui a été mené par Louise, et ça je crois qu'il faut bien en être absolument conscient, c'est avant tout un travail scientifique. Chacun en tirera derrière les conclusions qui lui sont propres en termes, je dirais, de vision personnelle qu'il a avec le sujet de la thèse, mais le travail est un travail de rigueur qui a été validé avec la mention qui convenait par le jury qui lui a délivré sa thèse. Et je crois que c'est assez passionnant comme étude, en tout cas très révélateur, je dirais, de ce massif jurassien. Je précise que cette thèse, le travail a été mené à la fois sur le département du Jura et le département de l'Ain, sur la partie massif commune à ces deux départements. Bon, moi, j'en ai assez dit, Louise. Maintenant, ça va être à toi de présenter ton travail. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste un petit mot, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Jean-Baptiste Franjul, je suis l'animateur du projet Écolem, donc pour études, chasse, ongulés et lynx au sein d'un écosystème de moyenne montagne. Juste pour replacer le contexte, c'est dans ce cadre-là que s'intégrait la thèse de Louise. Donc c'est une étude qu'on mène depuis 2017, donc quand je dis on, c'est les fédérations des chasseurs de l'Ain et du Jura, avec l'Office français de la biodiversité et le Centre national de la recherche scientifique. L'objectif, c'est d'étudier le fonctionnement des populations de chevreuils et de chamois en présence de lynx, de chasse et de réchauffement climatique, donc des aspects très écologiques et biologiques. Et on a souhaité dès le début aussi intégrer un volet social, puisqu'il y a forcément des interactions humaines autour de ces sujets qui dépassent les interactions biologiques. Et c'est dans ce cadre-là que Louise a fait sa thèse pendant de plusieurs années avec beaucoup de travail de terrain. Donc voilà, je vais laisser la parole à Louise. L'idée, c'est qu'elle parle pendant une vingtaine de minutes et après que vous posiez vos questions. Et puis pour replacer tout ça dans le contexte Écolem, comme je vous le disais, je reprendrai la parole une petite dizaine de minutes pour vous donner quelques résultats actualisés de l'étude. Voilà, Louise, c'est à toi. Je vais vous présenter aujourd'hui mes résultats de thèse, qui sont en fait les résultats de 5 années de travail. Donc 3 ans sur le terrain, dans le massif jurassien français. Donc j'ai travaillé dans les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain. Ce sera plus vite là, je pense. Et 2 années en fait d'analyse des données et d'écriture du manuscrit. Et donc la thèse que j'ai soutenue en juin dernier et qui a été bien heureusement validée. Pour rappel, ma thèse est une thèse CIFRE, c'est-à-dire qu'elle a été cofinancée par une entreprise privée et mon université, donc mon laboratoire de recherche. Et en l'occurrence, l'entreprise privée, c'était les fédérations départementales des chasseurs du Jura et de l'Ain. Et dans le cas de ma thèse CIFRE, il était attendu que j'apporte une meilleure compréhension des relations entre les chasseurs, les lynx et les espèces chassables, et une meilleure compréhension des conflits chasseurs-lynx. J'ai donc d'abord cherché à comprendre l'origine des conflits entre les habitants et les animaux, et entre les habitants à propos des animaux, dans un contexte que les habitants eux-mêmes ont très tôt présenté eux-mêmes comme marqués par de fortes tensions et de fortes incompréhensions entre eux quant à leur rapport à la faune sauvage. Très tôt, donc, j'ai émis l'hypothèse qu'il existe chez les habitants du massif jurassien que j'ai enquêté, que j'ai suivi, 2 visions du monde animal qui pouvaient correspondre à ce qu'on appelle en anthropologie 2 cosmologies opposées. J'avais aussi trouvé ces oppositions dans la littérature scientifique, donc je ne partais pas de rien, et j'ai choisi de tester la validité de ces catégories de personnes.
Je me suis notamment inspirée de la catégorisation d'un professeur d'écologie sociale, Stephen Kellert, pour créer mes deux catégories, utilitariste et protectionniste. J'ai regroupé dans la catégorie utilitariste les enquêtés se présentant lors des entretiens comme des chasseurs, des agriculteurs ou des forestiers. Et dans la catégorie protectionniste, j'ai regroupé les enquêtés se présentant comme des salariés et des bénévoles d'APN, des photographes animaliers, des agents de l'OFB, du PNR, des réserves ou des naturalistes amateurs. J'ai donc réparti a priori les enquêtés dans ces deux catégories, utilitaristes, protectionnistes, d'abord en fonction du statut par lequel ils se présentaient lors des entretiens ou des observations, qu'il s'agisse d'un loisir ou d'un métier, mais aussi grâce aux informations que j'ai pu récolter sur leur rapport à la faune et à l'environnement. Et au-delà de ces catégories, après quelques mois de terrain, donc forcément je m'intéresse aux lynx, donc on parlait beaucoup de lynx, de chasse et de prédation, humaine et animale. Deux autres aspects ont émergé qui m'ont particulièrement passionnée. Le premier, comment les habitants font sens de la mise à mort des animaux. Et le deuxième, la séparation, notamment morale, qu'engendre entre les habitants cet acte de mise à mort. Donc mise à mort, que ce soit fait par un animal ou par un chasseur. Je vais rapidement revenir aussi sur mes premières hypothèses. Donc comme je l'ai dit, j'ai émis l'hypothèse qu'il existait deux visions du monde animal opposées chez les habitants du massif jurassien et que la mort animale était particulièrement révélatrice de ces deux catégories d'habitants. Afin de mieux comprendre ces relations, et comme on va le voir par la suite dans mes résultats, j'ai choisi de comprendre ces relations entre les habitants, les lynx et les autres espèces selon 4 modalités. Comment les habitants connaissent les animaux, quelles émotions suscitent les animaux, comment les habitants cherchent à contrôler les animaux, et enfin, comment ils conçoivent leur mise à mort. Donc rapidement maintenant, concernant mes méthodes de travail, j'ai principalement utilisé des méthodes qualitatives classiques de l'ethnologie, à savoir les entretiens semi-directifs et les observations participantes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les observations participantes, par exemple, je suivais soit des chasseurs en battue et j'observais comment ça se passait, ou alors je pouvais aussi suivre un agent de l'OFB pendant une mission sur le terrain et observer comment il fonctionnait sur le terrain, ses connaissances, comment il interagissait avec les traces qu'on peut trouver sur le terrain, qu'est-ce qui déduisait des traces qu'on trouvait sur le terrain. Ça, c'est vraiment l'observation participante. Concernant le panel d'enquêtés, que vous pouvez voir donc, juste ici, j'ai d'abord cherché à rencontrer des habitants aussi variés que possible grâce aux recommandations des fédés de chasse et des APN, et ensuite grâce aux bouches à oreille sur le terrain. Et une fois que j'ai posé mes questions centrales, en fait, j'ai vraiment choisi de me focaliser sur les chasseurs et sur les conservationnistes, pour qui ces questions de prédation étaient vraiment primordiales. Et on pourrait reprocher à mon étude qui analyse la prédation de ne pas s'être assez intéressée aux éleveurs qui, comme vous le voyez, ne représentent... non, du coup, on ne le voit pas, je ne l'ai pas mis. Ne représentent que 5% de mon échantillonnage. Et je justifie ce choix par le fait que dès le début de mon terrain et les premiers éleveurs rencontrés, j'ai vite compris que les lynx n'étaient pas leur souci principal. Et que, bon, évidemment, bien que la présence des lynx soit hyper contraignante pour les éleveurs qui doivent mettre en place des mesures de protection, les attaques des félins étaient décrites par ces éleveurs comme peu nombreuses et faisant peu de victimes. Et les propos de ces éleveurs étaient modérés. En fait, plus que les attaques, c'était surtout les difficultés financières liées à l'élevage et le fait de ne pas se sentir écouté et reconnu qui provoquaient la colère et la frustration des éleveurs que j'ai rencontrés. Parfois aussi, les éleveurs me parlaient plus de campagnols et de chiens errants que de lynx. Et donc, j'ai fait aussi ce choix car j'ai choisi de ne traiter que la mort des animaux sauvages et non celle des animaux domestiques qui méritent un travail de thèse en soi. Maintenant, concernant mon choix de tester une classification issue de la psychologie environnementale, donc mes catégories utilitaristes et protectionnistes, comme je l'ai dit, j'avais très tôt noté les oppositions entre les habitants sur le terrain et je souhaitais tester si ces catégories issues de la psychologie environnementale et de certaines études en sciences sociales pour la conservation pouvaient correspondre aux réalités de mon terrain. Et c'était important de faire ce test car ces études sont très souvent utilisées
par les acteurs de la conservation, et certains acteurs sur le terrain y faisaient très souvent référence. Pardon. Et donc ces catégories issues de la psychologie environnementale, elles ont bien été efficaces, mais pour donner une vision globale des différents groupes présupposés d'enquêter et des différentes manières de gérer et de protéger l'environnement, de manière plus ou moins interventionniste. En revanche, elles ne m'ont pas du tout permis d'aborder les nuances et la complexité des relations des habitants à la faune, et je savais qu'utiliser une approche binaire comme celle-ci, avec ces deux catégories, composait un risque de simplification qui s'est avéré vrai. Et c'est en fait l'approche qualitative, avec un terrain vraiment sur le long terme, donc 3 ans de terrain, qui m'a permis de nuancer cette approche dichotomique de départ, bien que je soutienne toujours, et ça on y reviendra un peu plus tard, qu'il existe 2 catégories d'habitants, qui sont ce qu'on appelle en anthropologie 2 cosmologies opposées. On peut quand même entrevoir tout au long de mon manuscrit des habitants qui occupent des positions intermédiaires. Et notamment dans mon manuscrit, je montre que les agents de l'OFB occupent une position intermédiaire. Et on retrouve aussi des nuances au sein des catégories d'habitants, donc au sein des utilitaristes et au sein des protectionnistes, comme le fait qu'il existe d'importants conflits entre les chasseurs ou entre les protectionnistes, par exemple avec la pose de colliers GPS sur les lynx. Et donc maintenant, on va passer aux principaux résultats. Donc je vais déjà commencer par la première modalité, donc connaître la faune. J'ai notamment montré dans ma thèse que lorsqu'il s'agit de connaître la faune, les enquêtés utilitaristes ont tendance à favoriser les expériences de terrain et la transmission orale, alors que les enquêtés protectionnistes ont tendance à mobiliser des sources plus variées, mais où les écrits, notamment les écrits scientifiques, tiennent une place vraiment importante. Par exemple, pour connaître les comportements d'un animal sauvage, un enquêté chasseur aura plus tendance à aller en forêt et observer l'animal, ou à demander à ses proches chasseurs ce qu'ils savent sur cet animal. Il peut faire par exemple appel au savoir jusqu'à la génération de ses grands-parents, alors qu'un enquêté, par exemple, qui travaille dans une APM ou une réserve naturelle, aura plus tendance à d'abord utiliser la littérature scientifique avant d'aller sur le terrain. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas sur le terrain, hein, ne méprenez pas mes paroles. Et donc ces savoirs sont construits de manière différente. Les enquêtés utilitaristes disposent surtout de savoirs que j'ai nommés ancrés, c'est-à-dire qu'ils sont situés localement et associés à des contextes précis, tandis que les enquêtés protectionnistes, s'ils disposent aussi de savoirs ancrés, ont tendance à favoriser des savoirs que j'ai appelés génériques. C'est-à-dire que les animaux sont d'abord connus de manière théorique grâce aux formations universitaires ou aux ouvrages scientifiques. Mais il fallait aussi aller au-delà de cette simple opposition entre savoir ancré et savoir générique, ou comme on peut lire dans la littérature, savoir locaux versus savoir scientifique. Ce qui, sur le terrain, différenciait surtout les enquêtés que j'ai pu suivre, tient surtout dans la façon d'utiliser ces savoirs. C'est-à-dire que les utilitaristes ont tendance à mobiliser des savoirs sur une échelle spatiale locale. Donc par exemple, quand ils vont parler des lynx, ils vont faire appel à la commune, au département, et sur un temps réduit, on se réfère maximum à la génération des grands-parents, alors que les protectionnistes ont tendance en tout cas à mobiliser des savoirs à une échelle mondiale et sur le temps long. Par exemple, on va faire référence à la préhistoire. Donc pour illustrer, j'ai pris un petit exemple. Donc les chasseurs que j'ai rencontrés, ils évoquaient les lynx à l'échelle de leur commune, maximum du département, alors que les protectionnistes que j'ai rencontrés, ils se référaient à la population de lynx à l'échelle nationale, voire internationale. On constate donc que l'environnement n'est pas du tout pensé à la même échelle en fonction de ces 2 catégories d'habitants. Donc la deuxième modalité, c'était ressentir. Et ça m'a permis de mettre en avant ce qu'on appelle l'agentivité des animaux, c'est-à-dire leur capacité à agir sur leur environnement, mais aussi et surtout sur les comportements humains. Je ne vais pas développer ça ici parce que c'est vraiment très long, donc je vous invite à lire ma thèse quand elle sera enfin publiée par l'université. Mais en gros, j'ai montré que les rencontres avec les animaux qui procuraient de fortes émotions avaient un impact durable sur les comportements des habitants et pouvaient même modifier certaines pratiques.
J'ai aussi montré que ces émotions associées aux animaux carnivores étaient très contrastées, voire opposées en fonction des habitants, et que les lynx notamment étaient porteurs de valeurs et de symboles concurrents. Menace et signe d'une perte de contrôle sur les territoires pour beaucoup d'utilitaristes, les lynx sont pour les protectionnistes un élément indispensable de l'écosystème et de son équilibre. Plus important encore, c'est dans la définition de la nature, du caractère naturel des comportements des animaux, que naissent les tensions entre les habitants du massif. Et ça, j'ai pu le montrer en faisant une analyse des définitions des termes prédateur et animal sauvage, que j'ai récolté auprès des habitants lors des entretiens ou lors des observations. Et grâce à cette analyse, j'ai aussi pu démontrer que le mode relationnel des protectionnistes et celui des utilitaristes avec les animaux sauvages est différent, et qu'en fonction de ces catégories, l'humain n'a pas du tout la même place dans l'environnement. Donc chez les protectionnistes, ce mode relationnel, il est ce qu'on appelle asymétrique, puisqu'en voulant protéger certaines espèces, ils minimisent la gentilité des animaux, puisque c'est à l'humain d'agir. Et le mode relationnel chez les utilitaristes est plutôt symétrique, puisque les utilitaristes se considèrent comme des prédateurs parmi d'autres et n'évoluent pas dans la nature comme des visiteurs. Les entités utilitaristes apparaissent impliquées dans les relations avec les autres espèces, et c'est précisément parce que les utilitaristes sont impliqués dans ces relations que le retour ou l'augmentation d'une espèce, comme le lynx, engendre des conflits. Au niveau de la troisième modalité, donc, c'était le contrôle sur les animaux. Donc, pour comprendre ces relations des habitants à la faune sauvage et aux lynx en particulier, il a fallu s'intéresser de près et analyser les pratiques de contrôle exercées sur les animaux et comment ces pratiques étaient centralisées par l'État. J'ai notamment démontré cette centralisation à travers le réseau Loup-Lynx ou le PNA. J'ai aussi montré que pour exercer cette gestion, les habitants concernés doivent produire et détenir des savoirs qui répondent à un impératif scientifique. En très bref, est considéré comme scientifique un savoir où les données sont chiffrées et découlent de protocoles standardisés. Donc, comme on peut en déduire que les savoirs issus de l'expérience de terrain, acquis par la pratique, ont tendance à être dévalués et surtout ne sont pas pris en compte par les décisionnaires. Donc ça, on pourra y revenir pendant les questions. J'ai fait rapide parce que c'est vraiment beaucoup trop dense. Et la dernière modalité, et celle qui a été vraiment le fil conducteur de la thèse, c'était la mise à mort des animaux. Et ça concernait donc tout ce qui était pratique et perception liée à la mise à mort des animaux. Et pour moi, je dirais que le résultat le plus important, le plus intéressant, est que la relation des chasseurs à la mise à mort des animaux s'est avérée beaucoup plus ambiguë que ce que laissaient penser les discours officiels des représentants cisgénétiques. Contrairement à ce que certains habitants affirmaient aussi, l'acte de mise à mort est à la fois redouté et désiré par les chasseurs, et la mise à mort nécessite des rituels bien précis pour désamorcer le potentiel anxiogène de l'acte. J'ai aussi pu démontrer ce rapport ambigu à la mise à mort des animaux chez les protectionnistes qui, dans leur discours, se montraient aussi fascinés par les prédateurs animaux et les scènes de mise à mort, et pourtant qui, d'un autre côté, dénonçaient les prédateurs humains, donc les chasseurs. Étudier ce rapport à la mort des animaux était important, car il m'a permis de comprendre que les conflits se focalisent principalement sur l'humain en tant que prédateur et sa légitimité ou non de tuer des animaux. Et on constate, en lien avec cette question de légitimité de tuer, qu'il existe une séparation morale entre les bons et les mauvais humains, ceux qui tuent et ceux qui ne tuent pas. Et enfin, la question que je me suis posée, et que vous allez sûrement me poser, qu'est-ce que, au final, apporte ma thèse ? Et je dirais que mon travail de thèse, qui n'a été possible que grâce à un long terrain, avec beaucoup d'observations participantes, a permis de mieux comprendre cet écosystème des conflits entre les humains et les animaux, et notamment entre les différents habitants à propos des lynx. J'ai ainsi pu démontrer que si les prédateurs humains et animaux suscitent autant de débats et de conflits dans le massif jurassien, c'est parce qu'ils interrogent les manières légitimes de tuer et la place de l'humain en tant que prédateur. Et plus encore, dans ces conflits, c'est la place de l'humain dans son environnement et le degré d'intervention des humains dans la nature qui est remis en question et qui crée des conflits.
J'ai pu constater que de nombreux enquêtés protectionnistes prônaient un retrait des humains de l'environnement, environnement qui fonctionnerait de manière autonome et où ce sont les prédateurs animaux qui se chargent de la régulation des herbivores. Ce réensauvagement que prônent certains protectionnistes implique une vision dualiste de l'environnement, d'où les humains sont exclus. Or, ce paradigme est anti-historique, puisque les communautés européennes façonnaient les territoires avant l'Holocène. Surtout, il ne permet pas de comprendre les relations des habitants à leur environnement et la coévolution des animaux avec les humains. Aussi, ce réensauvagement, qui est prôné par certains enquêtés protectionnistes, implique la remise en cause de la légitimité d'un mode de relation aux animaux impliquant la prédation, donc la chasse. Cette remise en question s'appuie notamment sur une critique de la cruauté des chasseurs envers les animaux, et c'est cette critique qui permet aux protectionnistes d'établir entre eux et les chasseurs une séparation morale. C'est-à-dire que dans ce discours, il est du rôle du protectionniste de défendre les animaux contre les chasseurs et parfois les agriculteurs, et d'éduquer ces derniers en modifiant des conceptions qui sont décrites par les protectionnistes comme archaïques. Donc, plus que des conflits humains-lynx ou entre les habitants à propos des lynx, dans ces conflits entre les habitants du massif jurassien se joue une lutte des classes sociales entre des façons différentes d'habiter la terre et de s'en nourrir. Pour aller plus loin, on pourrait même évoquer un mépris de classe dans lequel une partie de la population est décrite comme étant à l'origine de tous les maux, ce qui évite aux classes dominantes, que ce soit économiquement ou culturellement, de questionner la banalité de la violence qu'elles infligent à l'environnement. Et pour conclure, cette ethnographie de longue durée et les approches mobilisées m'ont permis de déconstruire les images parfois caricaturales de certains groupes d'enquêtés et de démontrer, à l'instar de la sociologue Isabelle Arpin, qui a travaillé sur les loups en Vanoise, que lorsque mes enquêtés jurassiens défendent ou attaquent les lynx, ce ne sont pas des lubies ou le résultat d'une pensée irrationnelle, mais il s'agit pour eux de garantir la pérennité de leur monde. Et j'en ai fini. Merci Louise pour l'effort de synthèse d'une thèse qui fait plus de 400 pages. Donc, comme l'a dit Louise, elle sera bientôt publique et on fera l'effort donc de la vous restituer, d'essayer de faire une synthèse. Et puis vous avez vu, on filme aussi aujourd'hui les échanges. L'idée est de pouvoir mettre en ligne les échanges et les partager à ceux qui n'ont pas pu venir. Donc c'est le micro. Donc ceux qui ont des questions, qui voudraient approfondir un certain point, n'hésitez pas. Bon, je ne sais pas si on doit se présenter. Je me présente, je m'appelle Philippe Henry, je suis scientifique, mais pas dans le domaine de la nature, et je suis naturaliste amateur auprès de différentes associations. Bon, moi j'aurais beaucoup de questions, donc je peux tenir le micro longtemps. Je vais partir sur cette notion de légitimité de tuer. Parce que, à mon avis, on peut l'aborder de différentes façons, mais il y a une façon dans un état de droit qui est simplement le droit ou pas le droit. Les chasseurs ont le droit de tuer les animaux. C'est le droit que leur donnent les différents textes et règlements. Et dans cette caricature et cette opposition que vous faites, parmi les protectionnistes de la nature, il y a des gens qui ne sont pas forcément anti-chasse, mais qui sont anti-braconniers. Et un des reproches que moi je fais en tant que protecteur de la nature, c'est le fait que les chasseurs défendent les braconniers. Or, les braconniers, eux, ils ont franchi cette légitimité. Ils sont dans l'acte de tuer parfaitement illégal. D'accord ? Il y a une autre, donc voilà, la première pierre dans la balance des chasseurs, c'est arrêter de défendre les braconniers. Arrêter de défendre les braconniers. La deuxième chose qui m'intéresse là-dessus, c'est le... Je sais plus c'était quoi la deuxième chose. Bon, bah, ça suffira pour le moment. Merci pour la question. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre parce qu'en fait, moi, je me suis surtout intéressée à l'aspect plutôt moral de cette légitimité et pas à l'aspect juridique. Vraiment, je me suis pas du tout intéressée aux aspects juridiques. Donc, je peux vraiment répondre que sur l'aspect moral de cette question. Donc, du coup, je peux pas vraiment répondre à votre question, je pense, je suis vraiment désolée. Mais j'ai pas pu tout traiter, et pour le coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt cet aspect social et moral. Peut-être Louise, avant de donner la parole à M. Lagalis qui va donner la vision politique des chasseurs, est-ce que toi, sur ton terrain,
tu as ressenti une protection des braconniers par les chasseurs? Ben, c'est comme toujours, en fait, il y a de tout dans chaque groupe. Et après, de là à dire protection, je dirais pas, silence peut-être, mais protection non, parce que c'est conçu comme un acte déloyal par rapport aux autres chasseurs qui, eux, payent leur bracelet ou respectent les règles de la Fédé. En tout cas, c'est les discours que j'ai pu récolter à propos de ça. Après aussi, ce qu'il faut dire, c'est que dès qu'on commençait à me parler de braconnage ou de choses illégales, je disais tout de suite non, je ne veux pas être au courant de ça. Je ne veux pas être impliquée là-dedans, sachant que y a la gendarmerie qui m'a contactée une fois pour essayer de me soutirer des informations. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment plus du tout voulu être au courant de choses, de toutes les choses qui peuvent être faites de manière illégale. Donc je me suis pas du tout intéressée au braconnage et je demandais même qu'on n'en parle pas parce que je voulais juste surtout pas avoir... Enfin, j'avais déjà bien assez de problèmes à régler. Merci. Alors je vais vous répondre. Donc, je crois que lui, il l'a bien dit, il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie. Vous parlez de braconnier. Définition de braconner, que ce soit dans le Littré, le Larousse et tous les dictionnaires. 1. Action de chasse non conforme à la réglementation. 2. Action de prélever un animal pour en tirer un profit. Je crois que dans le cas du lynx, on ne peut pas parler ni de l'un ni de l'autre, puisque le lynx n'est pas un animal chassable, donc il n'est pas braconnier, c'est lui qui tire un lynx, puisqu'il ne fait pas partie des animaux ouverts à la chasse. Et deuxièmement, j'ai rarement vu quelqu'un, enfin à ma connaissance, je n'ai pas, le lynx ne fait pas partie des traditions gastronomiques françaises, et il n'est pas comme l'hippopotame, comme le rhinocéros, pardon, porteur d'une corne qui peut valoir de l'or. Par contre, il s'agit, dans les deux cas, de tirs illégaux, donc non conformes à la réglementation. Et les fédérations de chasseurs sont absolument contre toutes les formes d'illégalité dans la pratique de la chasse et du tir, donc ne peuvent que condamner un acte non conforme à la légalité. Simplement, faisons attention au vocabulaire que l'on emploie. Le tir d'un lynx est un acte illégal. Bon, certains l'appellent acte de braconnage. Dans le vocabulaire qu'on doit employer pour définir les termes tels qu'ils existent, c'est un tir illégal, ce n'est pas un acte de braconnage. Il n'empêche qu'il est répréhensible parce qu'il est illégal. Et je préciserai que la seule fois où nous avons eu connaissance d'une personne qui a été, je dirais, convaincue par les services de la police de l'environnement d'un tir illégal contre un lynx, la fédération de chasse s'est portée partie civile. Merci. D'autres questions? Je rappelle que l'idée, c'est bien de profiter de la présence de Louise pour vraiment approfondir le contenu de son manuscrit au-delà des débats politiques, mais même si c'était important de répondre sur ce point. Bonjour, Laurent Gaillard, OFB. Déjà, votre travail me fait un peu penser au livre de Charles Stephanoff qui a écrit L'animal et la mort, que je conseille à tout le monde ici, pour les deux catégories dont vous parlez. Moi, dans mon entourage, professionnel ou personnel, il y a plein de gens qui sont très mixtes entre ces deux catégories. Donc, dans le protocole de base d'études, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question à créer une catégorie mixte au risque que ça donne des résultats moins tranchés? Oui, je me suis posé la question. En fait, de base, j'ai essayé de voir le plus de personnes diverses possible. Et en fait, on va dire, ces oppositions qui sont si marquées, elles s'expliquent aussi, comme je le disais au début, par le fait que, une fois mes hypothèses posées, et du coup qui concernaient surtout la prédation, j'ai choisi vraiment de me concentrer sur les chasseurs et on va dire les protectionnistes, mais on va dire les protectionnistes vraiment impliqués dans la gestion. Et en fait, ces deux catégories-là, elles s'opposent vraiment. Mais, et comme je le disais, par exemple, il y avait les agents de l'OFB qui se retrouvaient dans cette partie, qui avaient plutôt tendance à se retrouver, on va dire, à la toute limite de la catégorie protectionniste,
mais qui avait quand même plutôt des positions intermédiaires entre les deux catégories. Après, moi, j'ai vraiment choisi de me focaliser sur plutôt les deux catégories qui s'opposaient. Donc forcément, ça fait très caricatural, mais en fait, quand on va sur le terrain et en termes de construction de connaissances, de vision du monde, on voit bien en fait que ces deux types d'habitants s'opposent vraiment. Après, comme vous dites, en fait, il y a toute une panoplie d'habitants qui ne rentreraient pas dans ces catégories et qui seraient intermédiaires ou qui seraient encore une autre catégorie. En fait, c'est vraiment un choix de ma part pour travailler sur la prédation, d'avoir choisi ces acteurs qui s'opposaient. Parce que le but aussi, c'était de comprendre pourquoi il y avait autant de conflits à propos des lynx ou entre certains habitants et les lynx. Donc forcément, il y a aussi, on pourrait dire, ce biais. Je pense qu'il y aurait une autre thèse qui serait faite, je ne sais pas, par exemple, sur les randonneurs, les agriculteurs ou d'autres personnes peut-être moins impliquées émotionnellement ou au niveau des décisions. On n'aurait pas ces oppositions aussi peut-être caricaturales. Ça répond à la question. Pour poser, donc si on comprend bien, ça veut dire que parmi les enquêtés, les gens intermédiaires sont plutôt minoritaires, étaient plutôt minoritaires. Mais est-ce que malgré tout, parmi ces gens qui se revendiquent vraiment dans les catégories opposées, est-ce qu'il y a des points sur lesquels ils vont se retrouver, ou en tout cas les catégories sont plus aussi figées? Est-ce que tu as des exemples de tête? Oui, il y a sur certains points, comme je le disais, en fait, quand on lit le manuscrit, ça paraît beaucoup plus nuancé que quand je présente les résultats de manière plus brève et où ces deux catégories d'habitants sont vraiment opposées. Par exemple, on peut voir des points communs sur la passion que peuvent éprouver certains habitants à connaître et suivre les animaux. Ça, en fait, on a les mêmes schémas d'intérêt pour certaines espèces. Il y a aussi l'exemple du sanglier où au final chasseurs et protectionnistes souvent s'entendent sur le fait que la population n'est plus aussi contrôlable qu'avant et qu'il y a des problèmes dus à cette population. Là, il y a un assez gros consensus sur les populations de sangliers. Donc il n'y a pas que des oppositions, et ça je le montre bien dans la thèse, qu'il y a des nuances et que de toute façon les relations des humains à la faune et les relations des humains entre eux sont toujours très complexes. Et ça dépend aussi de la personne et pas forcément que de son statut ou de ses loisirs. Donc vraiment, je vous invite à lire la thèse, même par petits bouts, si vous voulez pas vous taper l'ensemble de la thèse. Mais en tout cas, dans le manuscrit, je montre bien toutes les nuances qu'il peut y avoir. Et on sent tout de suite que certes, il y a ces deux catégories opposées parce que l'environnement, la faune ne sont pas pensés à la même échelle. Et qu'il y a des visions du monde différentes, mais par contre on voit que sur certains points, elles peuvent se connecter, ou en tout cas il y a une discussion possible. Et si je peux donner un exemple, il y avait par exemple, ça n'existe plus maintenant, mais il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelle, le comptage grand étreint, où pour le coup il y avait des acteurs, il y avait chasseurs, il y avait agents de l'OFB, il y avait des naturalistes, etc. Et là en fait c'était vraiment un endroit où on pouvait voir que ces personnes qui pourtant s'opposaient vraiment assez fortement d'habitude pouvaient discuter parce qu'il y avait un intérêt commun sur une espèce, donc le grand tétras, et il y avait une volonté aussi de mieux connaître l'espèce qui réunissait ces personnes. Et en fait on voyait au fur et à mesure de la journée, au début de la journée il y avait vraiment les clans, donc chasseurs, agents de fédé, OFB, plutôt protectionnistes d'un côté. Et en fait, on voyait qu'au fur et à mesure de la journée, des connaissances partagées et de la mise en valeur en fait, de ces points communs, qu'il y avait une discussion possible entre ces personnes. Bonsoir, Ludovic Perrin de l'OFB. Ma question elle allait un peu dans le sens de ce que vous venez d'évoquer, c'était de savoir, parce que 5 années c'est long quand même. Et ça permet notamment sur vos 3 ans de terrain potentiellement de rencontrer les personnes à différents moments. Et vous avez évoqué assez précisément que dans les deux catégories que vous évoquiez, il y avait une part liée à l'émotion et à la connaissance propre à son territoire proche ou à ce que vous avez baptisé la connaissance mondiale. Est-ce que vous avez vu, au gré des échanges que vous avez pu entretenir avec ces personnes, et donc un apport de connaissances, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des personnes qui ont finalement évolué sur votre durée de thèse, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, par rapport à cette évolution de pensée et à un rayon de pensée qui était plus large?
Je dirais que les seules évolutions que j'ai pu constater, c'était plutôt une meilleure prise en compte. On va partir d'un savoir plutôt universitaire, donc théorique. Et en fait, quand ces personnes vont de plus en plus sur le terrain, vont commencer à acquérir des savoirs que j'ai appelés ancrés, donc plus situés localement, avec des contextes précis, dans des savoirs vraiment acquis par la pratique et l'expérience. Ça, j'ai pu le constater, notamment chez les plus jeunes en fait, qui finissaient leurs études et commençaient à travailler, notamment travailler beaucoup sur le terrain. On peut voir cette évolution et du coup un peu un changement de perception dans leur vision du monde, dans leur vision de l'environnement et de la faune sauvage. Mais c'est rarement le cas dans l'autre sens. Mais ça, c'est aussi dû, je pense, je ne sais pas si on peut dire au milieu social, mais c'est beaucoup plus facile de faire dans ce sens que de faire dans le contraire, de partir d'un savoir acquis par la pratique au fil des générations à passer à un savoir universitaire. Je rebondis aussi. Est-ce que tu as vu dans le camp des utilitaristes un effet des données qu'on acquiert dans le cadre des projets, notamment Ecolem? Est-ce que tu as vu un effet de ces données-là sur tes enquêtés? Sur certains, oui, pas tous évidemment, parce qu'il y en a qui sont farouchement opposés aussi aux données scientifiques. Et ça, on pourra peut-être faire un petit point là-dessus de la question de la confiance en les données, qu'elles soient données scientifiques ou appelées non scientifiques. Mais oui, j'ai assisté aux présentations des résultats Ecolem, mais en fait, je le voyais après sur le terrain, où il y avait des chasseurs qui me disaient non mais Jean-Baptiste a dit ça, donc vous voyez finalement il n'y a pas une si grosse baisse des populations, etc. Ou le lynx mange tel pourcentage de telle espèce. Il y avait vraiment une réflexion sur ces données qui avaient été présentées, et je pense aussi notamment parce que ces données venaient de la Fédé. Et j'en viens là parce qu'en fait il y a un véritable problème de confiance en la donnée. Par exemple, moi j'ai observé vraiment une crise de confiance en les données de l'OFB, notamment, où des deux côtés, que ce soit chasseurs ou protectionnistes, les données étaient de plus en plus critiquées parce que les personnes disaient qu'il n'y avait pas assez de transparence, et ce manque de transparence provoquait un manque de confiance sur le court terme. Et il y a aussi une rivalité des données, on va dire, des savoirs qui sont produits entre les utilitaristes et les protectionnistes, où chacun, en fait, j'ai appelé ça une professionnalisation des savoirs, c'est-à-dire que chaque camp cherche à produire des données qui sont chiffrées, donc des statistiques avec des protocoles standardisés, parce que c'est ce qui est reconnu comme du savoir scientifique et donc du savoir valable maintenant. Les expériences de terrain, en fait, c'est plus du tout reconnu comme un savoir légitime, on va dire un vrai savoir. Et du coup, il y a plusieurs personnes aussi qui connaissent pourtant très bien le territoire, qui connaissent très bien la faune, mais qui en fait ont développé des savoirs acquis par l'expérience, des savoirs de terrain. Et en fait, quand il y a quelqu'un, par exemple un scientifique qui arrive sur le terrain et qui leur dit comment il doit faire sur le terrain, ce qu'il devrait connaître, c'est que non, un animal n'a pas tel comportement, mais ce comportement. En fait, je pense, et ça c'est le problème de tout scientifique peut-être qui vient sur le terrain et qui connaît pas les contextes locaux. En fait, c'est comme si on arrivait, je sais pas, dans votre maison et qu'on vous disait comment faire. Alors, je dis pas qu'il faut jamais écouter ce que disent, par exemple, les agents de l'OFB ou les agents de l'ONF, etc. Mais je pense qu'en fait, chacun devrait s'écouter avant de d'abord donner des conseils ou des ordres. En fait, une personne qui va se sentir d'abord écoutée avant d'être jugée, elle sera beaucoup plus apte à prendre ses savoirs et après les appliquer ou les accepter. Donc je pense que vraiment la question de l'écoute et du non-jugement aussi, de l'écoute d'abord et après peut-être donner ces données qui sont plus factuelles, on va dire, du côté des agents de l'OFB ou des scientifiques. Je pense que ça c'est vraiment un travail qui doit être fait par les scientifiques et les agents de ces institutions-là. Parce que en fait c'est pas pris en compte par les locaux justement parce que c'est mal amené, on va dire. Après c'est très difficile, je pense aussi pour les scientifiques et les agents de discuter parfois avec les locaux, donc en fait c'est des efforts en fait des deux côtés à faire pour que les savoirs soient mieux partagés
et que ce soit des savoirs acquis par l'expérience ou des savoirs plus scientifiques. Bonsoir, Jean-François Keller, donc je suis chasseur. Je voulais vous poser deux petites questions. Avez-vous eu des contacts avec l'Association nationale des chasseurs du grand gibier, qui compte parmi ses membres des scientifiques qui peuvent être intéressants? Et deuxième question, avez-vous des contacts avec nos amis chasseurs ou protectionnistes suisses? Alors, je ne suis pas du tout allée travailler en Suisse, à part, j'ai eu pas mal d'échanges avec le CORA, donc, qui fait beaucoup de recherches sur le lynx. Mais après, je me suis vraiment intéressée qu'aux chasseurs du massif jurassien. Moi, ça ne m'intéressait pas trop de discuter avec les personnes de la FNC, notamment parce que je ne voulais pas faire de politique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les réalités du contexte local, du terrain et surtout des chasseurs de terrain plus que les discours plus politisés et lissés des institutions à l'échelle nationale. Moi, je voulais vraiment comprendre les logiques locales et pourquoi ça se passait bien ou mal sur telle ou telle espèce. Donc, j'ai pas échangé avec la FNC. Je parlais de l'Association nationale des chasseurs du grand gibier, qui est une entité... Oui, mais pareil, je me suis vraiment intéressée qu'aux chasseurs dans le massif jurassien. Donc peut-être que certains faisaient partie de cette association, mais là tout de suite je m'en rappelle pas, mais c'est très possible. Mais j'ai vraiment que travaillé dans le massif jurassien français, donc avec des chasseurs que du massif. Français? Oui, français, pas du tout suisse. D'autres questions? C'est pas possible que j'étais aussi claire que ça, vous avez forcément des questions. Donc, pendant qu'ils réfléchissent, je vais poser la question. Moi, c'est pas le directeur de la Fédération des chasseurs du Jura, mais moi j'ai une question justement parce que je trouve aujourd'hui que finalement on travaille tous, que ce soit les protectionnistes ou les autres catégories, pour finalement le même objectif qui est de développer les habitats favorables aux espèces et puis du coup d'enrichir les espèces, la biodiversité, etc. Et en fait, on voit les oppositions, le clivage qu'il peut y avoir parfois sur des thématiques un peu précises comme celles que tu as étudiées. Et moi, je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie dans ces oppositions-là et qu'on pourrait travailler beaucoup plus ensemble en se trouvant justement des points communs où on peut se retrouver sur certaines thématiques comme tu l'évoquais sur les tétras. Et je voulais savoir, moi, par rapport à ta vision aujourd'hui que tu peux avoir un peu ancrée sur ces deux grandes catégories, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil, ou qu'est-ce que tu pourrais nous donner sur les 3 ou 4 points particuliers sur lesquels il faudrait que chacun de ces deux catégories se concentre pour essayer de mieux s'écouter et du coup pour mieux travailler ensemble demain sur ces problématiques qui nous concernent tous. Et je crois qu'il faut sortir de ces questions-là, que ce soit sur ces espèces de prédateurs ou sur d'autres thématiques, sur les pros et les anti, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour essayer de fédérer nos forces et travailler sur les mêmes orientations. Et moi je dis souvent, j'étais il n'y a pas très longtemps à une réunion, je vais vous illustrer ça, quelqu'un me disait, mais présenter un petit peu les activités qu'on a aujourd'hui au sein de la fédération. Et les gens me disaient, en fait, vous êtes comme un conservatoire d'espace naturel, vous travaillez sur les mêmes thématiques, vous développez les mêmes projets, etc. Et j'ai dit, oui, la seule différence, c'est que nous, on est un conservatoire d'utilisateurs, et eux sont plutôt un conservatoire de protecteurs. Et en fait, c'est comment on fait demain pour essayer de se rassembler sur un objectif et sur des actions communes. Merci. Merci pour cette question qui est tout facile. Alors, sur le sujet, moi je suis vraiment pas très optimiste. Après, mon travail, c'est pas de trouver des solutions,
mais c'est de faire des constats et après c'est aux décisionnaires de se saisir de mon travail pour justement, enfin c'est leur métier d'arriver à faire des choix judicieux et de prendre les bonnes décisions. Et du coup je disais, je suis pas très optimiste parce qu'en fait les visions de la place de l'humain, notamment en tant que prédateur, sont tellement différentes, tellement divergentes que je pense que ça coince surtout à ce niveau-là et de la place de l'humain et en fait de sa place en tant qu'intervenant, on va dire, une place interventionniste dans l'environnement, donc à savoir à quel point en fait l'humain peut ou ne peut pas intervenir dans l'environnement sur la faune sauvage. Et en fait on voit qu'entre ces deux groupes cette place elle est presque opposée, même si et aussi c'est que le fait de dire restaurer ou entretenir un territoire ne veut pas du tout dire la même chose en fait, qu'on soit utilitariste ou protectionniste. Ça, et je le vois notamment sur mon nouveau terrain dans les Pyrénées-Orientales, un chasseur me disait, pour lui, entretenir la forêt, donc c'est conserver en fait des chemins pour parcourir la forêt et pour chasser et pour observer la faune. Alors que, apparemment, le discours de la réserve n'était pas du tout le même. C'est pas entretenir des chemins et donc couper des arbustes, ou ce genre de choses. Et du coup, en fait, ils utilisaient la même expression, mais ça voulait pas du tout dire la même chose. Et donc ça, plus le fait d'intervenir ou non et de ce niveau d'intervention, je vois pas comment les deux catégories peuvent arriver à s'entendre, ou alors je disais il faudra d'abord qu'elles s'écoutent, parce qu'en fait le problème c'est surtout que personne s'écoute. En fait chacun arrive, notamment dans les réunions ou dans les débats, chacun arrive avec ses arguments déjà construits et bien construits, et en fait chacun veut parler en premier pour imposer ses arguments avant de chercher à écouter l'autre. Et je pense que si on faisait un peu plus attention à ça, à écouter la personne qu'on a en face de soi, avant de vouloir absolument défendre son point de vue, les discussions seraient beaucoup plus intéressantes et justement donneraient de bien meilleurs résultats, même si sur le fond les visions du monde sont quand même bien différentes, et notamment les objectifs finaux en fait sont assez différents en fonction des catégories quand il s'agit de conserver ou protéger l'environnement. Donc j'ai pas de conseils à part, s'il vous plaît, écoutez avant de vouloir imposer absolument vos idées. Et malgré qu'ils soient minoritaires, est-ce que les acteurs intermédiaires, justement, ne sont pas la clé de voûte sont pas la solution finalement? Enfin, quel est ton avis là-dessus? Moi je pense que vraiment les acteurs intermédiaires sont une des solutions en fait qui peuvent être, qui pourraient vraiment être bien justement pour renouer un peu le dialogue entre les différentes catégories. Le problème, c'est qu'avec les coupes budgétaires, en fait, toutes ces personnes qui sont dans des positions intermédiaires, elles ont de moins en moins le temps de faire de terrain. Donc en fait, elles connaissent aussi de moins en moins les personnes concernées, les contextes locaux. Et malheureusement, en fait, c'est pas de leur faute, mais elles n'ont pas aussi les billes pour continuer à avoir ce rôle d'intermédiaire et pouvoir discuter avec chaque côté. Bonsoir. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un objectif commun quand même qui rallie ces personnes? Et si oui, est-ce que justement il n'y aurait pas la possibilité de s'écouter et de créer ensemble quelque chose sur au début un objectif ou une action commune? Si, je pense qu'il faudrait commencer évidemment petit parce que les objectifs, comme je disais, sont pas vraiment les mêmes. Même si des fois les moyens employés en fait sont les mêmes. En fait, quand on regarde les protocoles pour reconnaître une espèce, on voit que ce soit du côté des écologues qui sont employés dans des fédés de chasse ou des écologues dans d'autres institutions, on utilise des pièges photographiques, on utilise des suivis ADN, ce genre de choses. Donc les moyens sont les mêmes, après les objectifs sont pas forcément, le but n'est pas forcément le même, mais je pense que par exemple, comme avec l'exemple du Grand Tétra, on pourrait commencer par des petites initiatives comme ça. Bon là, le Grand Tétra, c'est plus possible, mais je pense qu'on pourrait trouver sur certaines espèces en fait ce genre d'événements en fait qui, et c'est plus facile en fait de rassembler les personnes et les faire dialoguer sur le terrain.
c'est beaucoup plus difficile en fait quand on fait une table ronde. En fait, les tables rondes, on sait très bien que ça va pas forcément bien finir. Du coup, ce serait mieux de faire des initiatives sur le terrain en fait, où chacun en fait voit comment l'autre se déplace sur le territoire. On voit bien qu'en fait, il connaît les traces des animaux, qu'il connaît bien son environnement, qu'il connaît bien la faune. Et en fait, ces connaissances-là, qui sont souvent communes, ça permet de rapprocher les gens et du coup, ils commencent à s'écouter, ils commencent à échanger. Et là, pourquoi pas, ça pourrait être une solution de mettre en place ce genre d'initiative. Mais je pense vraiment qu'il faut que ce soit sur le terrain plutôt qu'à des tables rondes ou à des conférences débats, ce genre de choses où on sait que chacun reste sur ses positions et que ça finit jamais très très bien. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup appris et je trouve par contre qu'on parle de choses très généralistes, chasseurs ou pas chasseurs, alors que j'avais cru comprendre que votre thèse, en tout cas au départ, était quand même très axée sur le lynx. Et personnellement, bon voilà, moi je suis un auditeur libre lambda et je suis vraiment venue pour avoir peut-être des informations justement de la relation lynx-chasseur, lynx exploitant agricole. Vous aviez évoqué que c'était pas forcément le lynx, le prédateur ou leur problématique majeure. Et alors, soit je me suis trompée, soit il est possible de recentrer un petit peu plus sur le lynx, ou alors c'est moi qui me suis trompée par rapport à la thèse et le sujet que vous deviez évoquer ce soir. Alors forcément, je suis obligée sur ce genre de présentations qui sont très courtes, d'être assez généralistes. Et justement, j'espère que les questions permettent d'arriver à plus de détails. Et le lynx, ça a été vraiment le fil conducteur de ma thèse, mais ça a été aussi la prédation. Et le lynx, évidemment, fait partie de ça. En fait, dans mon manuscrit, évidemment que c'est quasiment à chaque page qu'on parle de lynx. Là, j'en ai moins parlé parce que j'ai voulu présenter les principaux résultats et ce qui ressortait. Mais en fait, quand je parle de prédation, je m'appuie en fait uniquement sur la relation des habitants avec le lynx. Donc en fait, quand je dis prédation, il faut vraiment aussi entendre soit chasse, soit lynx. Et au niveau de la relation des chasseurs avec les lynx, comme je disais, pour la majorité des chasseurs, en fait, le lynx, ils y sont souvent défavorables pour 2 points. Un point plus symbolique où le lynx représente en fait une menace de... Comment j'ai dit ça une perte de contrôle sur les territoires. Ça, c'est pas la menace symbolique. Et une menace symbolique où en fait, plus les lynx sont nombreux, plus les chasseurs ont aussi l'impression que tout ce qui est réforme environnementale, nouvelles lois environnementales ont tendance à de plus en plus s'étendre et à refermer en fait un étau sur la chasse. Donc en fait la présence du lynx c'est une menace parce qu'ils ont peur que ça fasse baisser les populations de gibier et une menace plus symbolique parce qu'en fait ils ont peur que ça signe l'arrêt de la chasse. En gros, plus les lynx sont présents, plus les chasseurs ont cette inquiétude que la chasse soit de plus en plus interdite. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette non-acceptation pour une certaine partie de la population de chasseurs. Bonsoir. Alors moi j'avais une question. Tu parlais des animaux donc symboles qui sont vecteurs de valeurs et de symboles. Est-ce que tu pourrais un peu détailler quel genre de symbole représente le lynx aujourd'hui dans le Jura? Historiquement, est-ce que ça a déjà été le cas comme l'ours ou le loup? Et est-ce que du coup le lynx est plus attaqué pour son réel impact sur, par exemple, les populations de gibier, etc. Ou est-ce qu'il est plus attaqué pour sa valeur symbolique, notamment par rapport aux associations de protection de la nature, comme j'ai l'impression, à titre personnel, que ça l'est déjà un peu pour le loup. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. J'aurais tendance à dire que la part symbolique est plus importante.
parce qu'en fait c'est vraiment cette inquiétude que la chasse soit interdite. Plus il y aura de... je vais y arriver. Plus il y aura de prédateurs, en gros, plus les chasseurs ont peur que les protectionnistes... en gros, le discours des protectionnistes, c'est qu'il existe des prédateurs naturels qui sont là pour réguler les herbivores, donc pourquoi les chasseurs existent, en gros. Et ces discours, les chasseurs les entendent très bien, et ils ont peur, en fait, que plus il y a de prédateurs naturels, plus en fait la chasse soit réduite, voire interdite. Donc en fait cette menace symbolique, elle prend vraiment beaucoup de place, je pense, même si la menace plus au niveau du gibier est quand même importante dans les discours des chasseurs. Et il y avait une autre question, c'était sur les symboles. De quoi les lynx sont le symbole dans le massif jurassien. Ça, j'ai un peu moins travaillé dessus, mais on va dire que, par exemple, par rapport aux loups, moi, les loups sont arrivés quand j'étais encore sur le terrain. Et en fait, dès que les loups ont commencé à arriver, on m'a plus jamais parlé de lynx. C'était fini. C'était les loups, les loups, les loups. Et donc, on voit en fait que l'impact symbolique du lynx est beaucoup moins fort que d'autres grands prédateurs, comme par exemple l'ours ou le loup. Parce que, en fait, tout simplement parce qu'en fait, quand il fait des attaques, déjà, elles sont moins nombreuses, ces attaques. En plus, ça fait peu de victimes et il y a peu de sang, alors que par exemple les attaques de loup c'est assez sanglant. Donc déjà ces attaques sont finalement décrites comme propres, peu impressionnantes. Donc symboliquement, on va dire qu'il a un pouvoir symbolique un peu moins fort que certains autres prédateurs comme l'ours ou le loup. Après, il y a tout l'aspect touristique en fait où les lynx sont de plus en plus mis en avant. Et c'est là que je parlais aussi de marchandisation, où c'est mis en avant comme un atout du massif pour tout ce qui est touristique aussi, beaucoup de photographie animalière, où on voit qu'il y a beaucoup de photographes qui appellent des locaux pour avoir ce qu'ils appellent les spots à lynx, où là on a une véritable marchandisation en fait des lynx. Bon, attention, je dis pas que tous les photographes animaliers sont comme ça, hein. Alors vraiment dans ma tête, je fais justement une différence entre ce que j'appelle les photographes naturalistes et les photographes animaliers. Oui, il y a un autre point qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport entre les scientifiques et puis, j'allais dire, presque le reste de la population. Donc, d'une part, moi je l'ai vécu en étant scientifique dans le problème des rivières, parce que j'ai milité pendant longtemps pour SOSU, rivière comtoise. Et c'est vrai que quand on débarque dans des réunions, par exemple avec des pêcheurs, on se fait très très vite cataloguer, on ne connaît rien, on n'est jamais sorti de nos bureaux, on sort des choses qui sont des évidences et qui sont reconnues dans la littérature internationale, qui ont été reproduites, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans la démarche scientifique, il y a la reproductibilité. C'est un sujet, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, c'est un sujet qui est extrêmement sensible dans la société aujourd'hui, j'ai presque envie de vous mettre en garde contre ça. Une société qui ne croit plus ses scientifiques court un grave danger. Pour la première fois, les scientifiques se sont heurtés à la loi du plomb, pas pour des raisons politiques. Pour la première fois en France, on a voté une loi où on a utilisé les méthodes anti-scientifiques, c'est-à-dire qu'on a mis dans la loi un maximum de publications qui venaient de gens qui avaient des intérêts, et on a essayé de les mettre dans la balance avec les publications scientifiques. Alors, si Monsanto finance 200 publications et que le CNRS en fait 2, il n'y a aucun problème, c'est Monsanto qui gagne à chaque fois. Donc c'est vraiment une question extrêmement importante. J'ai envie de vous proposer un petit jeu. Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de la biologie, mais par exemple quand on discute du lynx à droite à gauche, je ne suis pas jurassien non plus, donc je suis arrivé dans le Jura, voilà, je discute avec les chasseurs, je discute avec les gens, et il y a un sujet comment dirais-je, où il y a beaucoup d'opposition, c'est le nombre de chevreuils que mange un lynx dans une année. Alors, puisqu'ici il y a des chasseurs, il y a des gens de l'OLB, il y a d'autres gens, j'aimerais savoir est-ce qu'on est capable d'avoir une discussion sur le nombre de chevreuils que mange un lynx dans une année, par une démarche scientifique de gens qui connaissent le terrain et de gens qui lisent la littérature scientifique, et est-ce qu'on peut arriver à un consensus sur cette valeur? C'est un test pratique. Je vais peut-être pas répondre à cette question parce que moi je suis pas du tout biologiste ou écologue. Mais juste, je voudrais répondre au niveau de la foi, on va dire, ou de à quel point on croit les scientifiques, et ça, je pense que c'est un véritable problème. Et je pense que les scientifiques
qui font partie comme moi de ce qu'on appelle les sciences molles. Parce qu'évidemment, nous, on n'a pas de protocole reproductible, donc notre science est beaucoup moins bien reconnue. Et je pense qu'on a d'autant plus ce problème. Et ça, je pense que c'est très grave. Après, je pense aussi qu'on a notre part de responsabilité dans cette tendance-là, dans le fait qu'on soit de plus en plus inaccessible. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à vulgariser mes données. Et je me suis rendu compte en fait à quel point ça desservait mon travail et que je me mettais pas aussi au service en fait des gens, parce que ce travail je le fais en fait aussi pour que les gens comprennent tout le travail que j'ai fait et que ça puisse servir. Donc je pense qu'il y a ce travail des scientifiques de faire en sorte déjà de écouter les personnes avant de venir leur expliquer tout un tas de choses, et de 2 rendre le savoir beaucoup plus accessible, donc que ce soit en termes de vulgarisation ou en termes de faire aussi l'effort de temps en temps de faire des restitutions et de se rendre accessible. Parce qu'en fait, ce qui est beaucoup reproché aux scientifiques qui vont sur le terrain, c'est qu'ils arrivent, souvent de nulle part parce qu'on les connaît pas, ça c'est pas de leur faute, mais par contre ils arrivent en fait et ils parlent avant d'écouter. Et ça c'est un véritable problème. Déjà ça met pas du tout les locaux dans une bonne disposition. Et je pense que s'il y avait ce travail d'écouter, de justement en fait poser des questions sur les savoirs locaux qu'ont les personnes avant de dire nous on a fait un travail scientifique là-dessus, on a ces données factuelles, je pense que ça passerait beaucoup mieux. Je pense que c'est un problème aussi de posture et de savoir écouter, de savoir donner accès aux données qu'on produit en tant que scientifique. Et je veux dire, il n'y a aucun scientifique qui est exempt de ça. Moi je sais très bien que j'ai beaucoup de mal à vulgariser mes données. Et c'est un travail sur lequel je cherche à être meilleure, justement pour que mon travail serve. Parce qu'en fait, à un moment, si on n'arrive pas à rendre nos données accessibles, à quoi ça sert ? Alors moi, j'ai pas envie de rester juste dans mon bureau, de faire 3 ans de terrain, 2 ans d'écriture, et que mon travail soit juste rangé dans la bibliothèque universitaire et que ça serve à rien. Donc je pense que pour le coup, il y a un effort à faire des 2 côtés. Tant du côté des locaux, à essayer de donner un peu plus de place aux scientifiques qui quand même connaissent leur travail, connaissent leurs données parce qu'il y a un gros travail derrière, et des scientifiques d'être plus accessibles et d'être beaucoup plus à l'écoute sur les savoirs locaux qui sont très riches et très intéressants et qui permettraient aussi de faire des recherches beaucoup plus intéressantes, avec beaucoup plus de données. Je sais pas si ça répond à la question, et je peux pas répondre sur les chevreuils. C'est une partie de la réponse, en fait. Il y a d'autres enjeux. Oui, évidemment. Et sur les chevreuils, je vais répondre du coup, parce que moi, mon job, c'est quand même à la fois de contribuer à des études scientifiques, donc d'acquérir la donnée en associant les chasseurs, mais aussi de vulgariser des études déjà existantes. Donc le jeu pourrait être intéressant, mais je pense qu'on ne va pas le faire, parce que moi, justement, ce que j'essaye de faire passer aux chasseurs, c'est que c'est bien connu dans la bibliographie, selon les études, qu'on a un ongulé de taille moyenne par semaine. Mais ce que j'essaye de faire comprendre aux chasseurs aussi, c'est qu'il y a plein de facteurs de variabilité entre le sexe de l'individu, si c'est une femelle qui a des jeunes ou non, l'écosystème, la densité de proie, la chasse, les activités humaines. Et donc, justement, il ne faut pas prendre pour argent comptant toutes les études scientifiques sorties de leur contexte. C'est important de les replacer dans un contexte. Et elles ont toutes des valeurs, ça c'est certain. Mais le rôle de la vulgarisation, c'est aussi de faire comprendre et que voilà, c'est pas parce qu'on a lu une fois qu'un chevreuil, il y a des études par exemple dans des pays scandinaves qui disent que le lynx peut conduire à l'extinction des populations de chevreuils. Mais donc si un chasseur lit ça et le prend pour argent comptant, il va reproduire ça ici. Donc voilà, il y a plein d'études et le rôle d'une synthèse bibliographique et de la vulgarisation, c'est de voir toutes les études et de montrer qu'il y a plein de particularités. Donc voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Donc on va pas faire l'exercice tout de suite. Et puis le chevreuil n'est pas la seule proie du lynx. Hein. Pour Non. avoir fait 5 ans de suivi avec le CNRS, je peux vous assurer que les lapins de Carène, ils courent aussi assez vite. Les renards, les chats forestiers, Non mais c'est des meilleurs. Hein. j'ai absolument pas dit ça. Non mais que c'est pour répondre à monsieur. On ne peut pas dire. Il y a des lynx. Contexte chasseur. Non mais il y a des lynx qui vont être sur des territoires qui facilitent la prédation du chevreuil. Il y a aussi des secteurs où ils vont avoir accès au chamois. Mais le chamois, ça reste une grosse proie pour le lynx. C'est lourd. Et il y a des territoires où ils vont favoriser le lapin de Garenne.
on ne peut pas généraliser. Ce qu'on va constater sur un suivi pour un animal n'est pas reproductible sur les autres animaux qu'on va suivre. On ne peut pas prendre pour acquis une seule étude de terrain. Je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une généralité et de temps en temps, il y a des lynx qui ont des comportements particuliers. Là, vous le dites à l'envers. En 5 suivis, on n'a pas eu un seul comportement identique. Après, oui, mais là, il y a des études qui vont sortir, puisqu'il y a l'analyse génétique des crottes de lynx qui sera bientôt publiée. Pour avoir vu des résultats préliminaires, c'est assez clair. Je suis assez d'accord là-dessus, c'est que quand on fait toutes les synthèses bibliographiques de toutes les études, que ce soit la méthode collier GPS, que ce soit la méthode analyse de crottes et quel que soit l'écosystème, les conclusions elles sont tout le temps les mêmes. C'est qu'en moyenne, c'est 90% d'ongulés de taille moyenne dans le régime alimentaire. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des exceptions avec du renard, du lièvre, des chats forestiers, on a plein de photos, voilà. Donc moi je suis un peu de l'avis de monsieur, c'est qu'il faut se nourrir de toutes les études scientifiques pour dire qu'il y a un contexte global et une généralité. Mais là où il faut qu'on fasse un travail en vulgarisant aussi, c'est qu'il faut aussi qu'on accepte que les chasseurs ou d'autres acteurs nous disent, comme vous, monsieur, qu'il y a des particularités locales, et qu'on les entende, mais elles ne remettent pas en cause la littérature globale scientifique. Voilà. Non, voilà. Mais on voit finalement que dans ce que dit Louise et dans la difficulté des scientifiques de faire passer la parole sur le terrain, c'est que il y a une généralité scientifique, et puis il y a une contradiction sur le terrain, ou pas forcément une bonne appropriation des données. Et c'est complexe de faire passer ces données-là et de les faire approprier. Et pour autant, c'est tout l'enjeu. C'est que si on arrive à mieux connaître les espèces et sortir des a priori ou des choses fausses, on n'est plus dans la pensée de chacun pense comme il veut. Même si chacun a le droit de penser comme il le souhaite. Je ne vais pas nommer les gens, mais il y a un groupe d'études, un groupe de gens qui travaillent sur le lynx qui disaient depuis un certain nombre de temps que le renard est une proie importante pour le lynx. Là, par exemple, ça, apparemment, par les études génétiques et tout, c'est plutôt invalidé. C'est peut-être à un moment donné de l'année où sur certains types de populations de lynx, il y a de la prédation de renard. Mais c'est pas du tout, on ne peut pas généraliser ça. Les lynx ne mangent pas de renard. Certains lynx, dans certaines situations, mangent du renard. Mais les lynx ne mangent pas que du chevreuil. Donc, ils mangent du thon, c'est sardines. C'est ce qu'on entend par généralité. En fait. On se regarde sur un terme, la généralité. La généralité qui est donnée par l'étude scientifique n'empêche pas les exceptions. Après, il faut faire très attention que là, c'est un peu comme quelqu'un qui se promène dans les bois et qui va vous dire « Oh là là, je me promène depuis un certain temps, il n'y a plus de chevreuil ». Ça n'a aucun sens. On sait très bien que ça n'a aucun sens, parce que ça dépend c'est une observation. Bon, si le mec fait systématiquement dans un endroit où il y a de la neige 6 mois par an, le relevé des traces, etc., là, ça a un sens. Mais c'est là qu'il faut faire très très attention entre le discours scientifique et puis le terrain. Et on aura toujours du mal, parce qu'il faudrait des scientifiques là sur le terrain, mais il faudra aussi des gens de terrain qui aient été initiés à la démarche scientifique. Et ça, c'est peut-être l'école qui ne fait pas bien son travail dans le domaine. Après, il n'y a pas que les savoirs scientifiques aussi, même si je sais que pour produire des statistiques, faire des choses standardisées, etc. Après, je pense qu'il faut quand même laisser aussi une plus grande place aux savoirs locaux et savoir écouter aussi ce que les locaux ont à dire, même si c'est pour les remettre en question. Et justement faire des études à partir de ces dires-là. Le problème justement que les locaux ont avec les scientifiques, c'est que tout de suite c'est non, ça c'est juste une exception, nous on a mis ces généralités en évidence. En fait, même si ça s'avère véridique, qu'il y a ces généralités et que ça reste des exceptions, justement le fait de, un peu, pour parler vulgairement, rentrer dans l'art des locaux et dire non, vous avez tort, c'est justement ça en fait qui fait que le dialogue est plus possible avec les locaux. Et en fait ça arrive une fois, et malheureusement, les personnes sont braquées pour toute leur vie. Donc c'est ça aussi que je reproche un peu aux scientifiques qui viennent, entre guillemets, présenter leurs résultats ou, dans le pire des cas, donner des leçons. Il y a une différence notable, c'est que les scientifiques n'ont pas de pouvoir. Alors que les locaux, pour finir, emportent la décision locale, la plupart du temps dans notre pays. Et ça, c'est très, très... Et par exemple, dans le cas des rivières et des pollutions de rivières dans notre région, qui touchent peut-être plus le Doubs et pas forcément du Jura, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel il n'y a aucun progrès depuis 15 ans ou 20 ans à cause du poids des lobbies locaux.
quand un scientifique parisien vient et dit on pourrait faire ça, même les scientifiques locaux dégagent le mec. C'est pas intéressant, ça revient en cause des pouvoirs locaux. Là, il y a un autre problème, c'est qu'il y a un problème politique, un problème de décision, il y a un problème d'argent, de tout ce que vous voulez. Je pense aussi qu'il faut faire la différence entre les représentants des lobbies et les locaux, ce qui est une chose très différente, même si certains sont des locaux. Quand on va sur le terrain en fait, et qu'on interroge la plupart par exemple des chasseurs qui ne sont pas des représentants ou des agriculteurs qui ne sont pas des représentants, on n'a pas le genre de discours que vous venez d'écrire. Le problème c'est qu'on s'intéresse souvent qu'aux représentants qui ne sont pas forcément aussi les meilleures personnes. Il existe des exceptions évidemment, mais qui ne sont pas forcément les meilleures personnes en fait, pour représenter ce qui se passe dans la réalité du terrain. Je vous propose, j'ai plus le micro, mais je vous propose une dernière question et après je reprendrai la parole. Donc en fait, moi j'ai un des points de soulever votre thèse, je regarderai quand il sera publié, mais c'est évidemment l'interaction humaine sur son environnement, proche ou plus ou moins lointain, avec cette symbolique évidemment d'un grand prédateur. Est-ce que dans les échanges que vous avez eus, j'aurais une double question, alors c'est à la fois vers vous et vers M. Legalis, est-ce que déjà vous concernant, est-ce que dans les échanges que vous avez eus, le lynx est perçu comme un vrai marqueur du territoire jurassien, à savoir comme une chance ou une malchance, pour beaucoup. Et la question, parce que on sent bien qu'en sous-jacent dans les échanges, il y a ce sujet de le lynx mange ci, mange ça, bref. Et c'est un compétiteur, ou en tout cas il fait de l'ombre à l'espèce humaine éventuellement. C'est de dire, parce qu'on a juste à regarder le petit tableau et on voit la symbolique, M. Legalis, de la Fédération des chasseurs avec ses petits sapins et ce petit chevreuil. Et se dire aujourd'hui, en termes de symbole, justement, par rapport à tous les travaux que porte la Fédération des chasseurs, est-ce qu'associer un grand tétras, qui ne se chasse plus dans le Jura, mais qui est quand même un représentant de la nature française, ou associer à cette petite symbolique un lynx, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose de possible pour une fédération que d'associer dans son logo visuel une espèce qui ne fait plus partie des espèces chassables, on va dire aujourd'hui. Voilà. Donc ça sur la question du marqueur territorial. En fait, ça va vraiment être très différent parce que j'ai aussi suivi l'action Parole de Lynx qui était portée par Ferus. Et en fait, je me suis rendu compte en suivant cette action que la plupart en fait, des habitants du massif jurassien n'avaient pas connaissance de la présence des lynx. Donc je dirais que dans la majorité des cas de ces personnes qui ont été interrogées sur des marchés locaux notamment, n'avaient pas connaissance du lynx, et donc pour eux c'est pas du tout un marqueur en fait, ils sont étonnés, ils apprécient plutôt le fait de découvrir qu'il y a des lynx dans leur région, mais ils n'étaient pas du tout au courant. En tout cas moi j'ai surtout suivi en fait, des personnes qui s'intéressaient au lynx, vu que ma thèse était centrée sur le lynx. Donc en fait c'est aussi le biais de ma thèse de ne pas savoir à quel point pour le reste de la population que j'ai pas étudié, le lynx c'est un marqueur. Je pense qu'il est encore très méconnu, malgré le travail touristique avec son utilisation dans beaucoup de brochures, de goodies, etc. Mais moi j'ai surtout travaillé avec des personnes qui le connaissaient. Et pour ces personnes, évidemment, il est un marqueur dans le sens, plus un marqueur d'opposition, que, sauf pour les protectionnistes où c'est vraiment un marqueur d'équilibre, de bon fonctionnement de l'écosystème, etc. Mais je dirais pas que pour l'ensemble de la population ce soit un véritable marqueur, parce qu'il est méconnu. Et la plupart des gens qui même disent le connaître, ils connaissent pas la taille, finalement on montre une photo, ils se l'imaginaient pas du tout comme ça, enfin il y a une vraie méconnaissance aussi de l'animal, même si on le connaît de nom. Donc pour moi, c'est pas vraiment un marqueur. Par exemple, les gens, quand ils me parlaient du loup, tout le monde savait ce que c'était un loup. Même si, quand ils disent on sait ce que c'est un loup, c'est pas forcément que des faits véridiques. Mais entre le lynx et le loup va être vraiment un marqueur. Le lynx, c'est pas une espèce en fait assez connue et connue depuis assez longtemps historiquement, pour que ce soit, je pense, un véritable marqueur. Après, ça peut changer avec les années et comment son image est utilisée dans le massif. Alors, je vais répondre pour le logo. Alors, ce logo, il a aujourd'hui, il doit avoir pour loin de 25 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente la nature jurassienne, la forêt et les champs. Et pourquoi est-ce qu'on a mis un chevreuil? Parce qu'il y a 25 ans, le chevreuil, c'est toujours le cas, il est lié au plan de chasse. C'est-à-dire que c'est l'idée
de cette notion qui est revenue par la suite qu'on appelle la gestion adaptative. L'animal représente ce qu'on peut prélever en fonction de ce qui existe sur le territoire. Et le lynx, le tétras, ils ont leur place. Ils sont dans la forêt. On ne les voit pas, mais ils sont là. Donc, ce logo, je dirais que contrairement à des entreprises industrielles qui les changent, moi, il n'a pas vocation à changer. Hein. Je suis conservatiste en ce qui concerne ces logos. Coca-Cola et Ford ont les mêmes depuis 150 ans, ça ne les empêche pas de tourner. Dans 150 ans, peut-être qu'à ce moment-là, mes successeurs utiliseront peut-être un autre logo pour montrer la chose. Je voudrais en profiter parce que Louise a dit quelque chose tout à l'heure d'intéressant. C'était sur ceux qui disent qu'il faut laisser les animaux faire, je dirais, le ménage et qu'il n'y aurait plus besoin des chasseurs pour prélever. J'ai parlé de régulateur naturel. Voilà, je simplifie. Le lynx, ça a été dit, hein, un petit cervidé par semaine. Bon, le loup un peu plus. Il s'est prélevé l'année dernière en France 1 700 000 grands gibiers. Sangliers, chevreuils, cerfs, chamois. Si on part du principe qu'un grand prédateur, le mélange entre loup et lynx, va prélever 2 gros animaux par semaine, parce qu'ils n'ont pas le même rythme alimentaire que nous, il n'y a pas de petit déjeuner, dîner, etc. Bon, ça fait ça. Il faudrait 17 000 loups pour faire le travail du chasseur en France. Je pense que si on arrivait à 17 000 loups, on poserait d'autres problèmes sur la table que ceux de l'équilibre forêt-gibier dans une région. Ça, je voulais quand même le repréciser. Et puis, vous avez raison quand vous avez dit la science est éminemment importante. Moi, je ne suis pas scientifique côté sciences de la nature, je suis scientifique sciences humaines, je suis historien de formation. Et on a besoin de connaissances scientifiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a soutenu la thèse de Louise. La science, il ne faut pas en avoir peur. Même si aujourd'hui, malheureusement, force est de constater qu'on vit une époque où ce qui est scientifique est remis systématiquement en cause. La preuve la plus flagrante que tout le monde voit, c'est par rapport au phénomène climatique. Le réchauffement climatique est systématiquement remis en cause. Il suffit de regarder un petit peu autour de soi, de mettre le nez dehors, surtout dans la région où on est, pour se rendre compte que c'est quand même quelque chose d'avéré et que la science amène, je dirais, des constats que chacun peut faire. Mais malheureusement, on a aujourd'hui des outils qui s'appellent les réseaux sociaux ou autres, où malheureusement, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que, comme vous avez dit, peut-être que l'école a mal fait son boulot, j'en suis quelque part aussi responsable pour l'avoir fait pour un moment, mais le citoyen, je ne sais même plus s'il faut l'appeler citoyen quand il est dans ce cas-là, a du mal à faire la différence entre ce qui est la réalité scientifique avérée et ce qui est les thèses complotistes qui se baladent un peu partout. Et ça, malheureusement, tout le monde en pâtit. Déjà, les scientifiques eux-mêmes, parce que leurs propos sont remis en cause, et puis l'objet de la science qui est en question, c'est elle aussi qui en subit les conséquences. Donc je crois que nous, notre position, elle est très claire. Quand on commence une étude scientifique, on ne sait pas ce qu'il va y avoir au bout. C'est pas pour autant qu'on ne va pas la faire. Je me garde juste une petite question de conclusion pour terminer sur le logo. On parle beaucoup dans le cadre du PNLynx, notamment de jouer sur l'image communicante du lynx pour améliorer son acceptation auprès des différents publics. Je pense que ça peut forcément marcher sur le grand public. Et qu'est-ce que tu en penses de l'effet potentiel sur les utilitaristes qui seraient plutôt anti-lynx? Merci pour la question. Qu'est-ce que j'en pense? C'est difficile parce que j'ai pas travaillé sur ce sujet spécifiquement. On a quand même tendance à voir que plus on parle du lynx, plus les conflits augmentent. Après, je pense que c'est très bien d'en parler, de le faire connaître, etc. Le problème, c'est que, et ça c'est un problème qui vient des médias, et notamment des gros titres des médias qui ont tendance à, ce qu'on appelle, je vais pas le dire, mais à clic.
Et du coup, ils font des gros titres un peu tapageurs, et ça dessert vraiment l'image des lynx. Et Monsieur Lagalis parlait aussi des réseaux sociaux. Moi, j'ai vu l'impact des réseaux sociaux aussi sur les conflits entre les différents habitants à propos du lynx, et notamment entre une certaine association, on va dire, et les chasseurs, en fait, qui au final envenimaient beaucoup plus les choses. Et je sais qu'il y avait eu un cas de braconnage, en fait, qui était dû à cette communication sur les réseaux sociaux qui, je dis pas que c'est de la faute de la communication, mais la communication était tellement poussée, on va dire, que en fait, ça avait fait beaucoup réagir les chasseurs, et que ça avait causé encore plus de conflits entre les chasseurs et d'autres APN qui n'avaient rien demandé, et entre les chasseurs et les lynx qui au final se vengeaient sur les lynx, alors que le problème venait plutôt de l'association qui tenait ses propos sur les réseaux sociaux. Donc je pense que se servir de l'image du lynx, c'est peut-être une très bonne chose, mais je pense aussi qu'il faut faire vraiment très attention à comment on l'utilise, comment on le met en avant. Et je pense, vraiment là, plus il a été mis en avant et plus les conflits étaient importants. Donc j'ai pas de réponse, moi c'est le seul constat que j'ai pu faire. Alors, il y a un corps constitué qui a intégré le lynx, c'est la gendarmerie nationale, le groupement de gendarmerie du Jura. Vous regarderez bien quand vous serez contrôlé en voiture, les gendarmes ont une tête de lynx. C'est récent, hein, ça date de 3 ans, donc pour montrer que même le lynx arrive à avoir sa place dans un corps d'élite. Un logo, une image de lynx, une tête. J'imagine qu'il pourrait y avoir d'autres questions, mais on va peut-être pas s'éterniser. Moi, je remercie vraiment Louise pour ces échanges. Il y a son mail sur le diaporama, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. On mettra en ligne la vidéo. On fera aussi l'effort de mettre en ligne la thèse et puis une synthèse de sa thèse. Donc voilà, je vous propose juste de conclure. Je reprends la parole une petite dizaine de minutes pour vous présenter quelques résultats actualisés d'Ecolem. Je voudrais simplement préciser, vous avez sur les logos la Fondation François Sommer. Cette fondation nous a aidés à embaucher Louise pour pouvoir mener à bien sa thèse. Sans elle, on n'aurait pas pu. Voilà, donc très rapidement, un petit point sur Ecolem, parce qu'il y a un public assez diversifié aujourd'hui et qui n'a pas forcément retour à toutes ces données-là. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le projet Ecolem, on le mène depuis 2017 avec l'OFB, le CNRS et les fédérations des chasseurs de l'Ain et du Jura. L'objectif, c'est d'étudier le fonctionnement des populations de chevreuils et de chamois sous l'effet du lynx, de la chasse et du réchauffement climatique dans un contexte de moyenne montagne. Pour ce qui est du suivi du lynx, on le fait principalement et exclusivement par piégeage photographique. Ce qui nous permet donc de suivre la présence du lynx sur 2 zones d'études qui sont dans l'Ain et dans le Jura, ce qui nous permet de détecter les preuves de reproduction et d'estimer une intensité de présence pour croiser ça ensuite avec les données qu'on recueille sur les ongulés, donc chevreuils et chamois qu'on va capturer, marquer et suivre. Donc on le fait par piégeage photographique depuis 2017 dans le Jura, avec, je ne rentre pas dans le détail, mais 2 différents maillages plus ou moins, enfin à protocoler effectivement, mais plus ou moins intensif pour aller à des échelles spatiales plus ou moins fines. Et donc ça nous permet aussi d'avoir un suivi à long terme des lynx, et donc on voit, vous avez en l'horizontale les différentes années de suivi, donc de 2017 à 2025. En 2018, on avait retiré nos pièges photos, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de données, mais à surface à peu près constante, on prend en photo 20 lynx différents. On peut les différencier pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on peut reconnaître un individu d'un autre grâce à ces taches. Donc on prend 20 lynx différents. Attention, ce chiffre-là, il est surtout augmenté par le fait qu'il y a des individus qui viennent pendant le RUT, ou aussi par la dispersion des jeunes. Ce qu'on retient plutôt, c'est le nombre d'individus résidents, donc ceux dont les domaines vitaux sont contenus sur la zone d'étude. Donc ce sont les barres en orange ici. Et ce chiffre, il varie entre 5 et 8 lynx résidents.
Encore une fois, leurs domaines vitaux vont bien au-delà de la zone d'étude, puisque pour revenir sur des données scientifiques, ça c'est quelque chose qui est assez connu, on sait que la taille moyenne des domaines vitaux pour les mâles vont de 200 à 400 km². Un lynx ne partage pas son domaine vital avec un autre lynx du même sexe. Et les femelles, c'est plus petit, c'est 150 à 250 km². Avec encore des exceptions sur la densité de proie, etc. Mais ça, c'est ça en moyenne. On a à peu près 2 à 3 preuves de reproduction, c'est-à-dire 2 à 3 femelles suitées chaque année sur la zone d'étude. Et vous voyez en rouge un nombre de loups, de photos de loups de plus en plus croissant, ce qui est conforme à la colonisation de l'espèce dans le massif. Donc ça nous permet d'avoir un suivi à long terme des lynx. Je ne vais pas trop m'attarder, mais en fait ici, ce sont tous les individus pris en photo depuis le début, et encore une fois les années. Et on voit que globalement, ici, les lynx qu'on a actuellement sur la zone, qu'on prend régulièrement en photo, on a à la fois des lynx qu'on suit depuis très longtemps, donc depuis 2017. C'est une minorité, hein, ça va être 2 ou 3 lynx. Et puis d'autres individus qui viennent coloniser la zone, et puis des preuves de reproduction régulière. Donc ça, évidemment, pour ce suivi, on s'est appuyé beaucoup pour les chasseurs hein, dans le choix des zones, et puis dans les relèves au quotidien, et encore une fois, dans le passage d'informations, dans la vulgarisation. Des fois, certains chasseurs nous disent moi j'ai 12 lynx sur ma commune. Voilà, c'est des données qui nous permettent d'apporter des données objectives aux chasseurs. Les chasseurs aussi nous aident beaucoup sur l'étude pour la cartographie de la pression de chasse, puisque je vous l'ai dit, on va étudier l'effet de la chasse sur les ongulés. Donc on demande aux chasseurs de nous donner beaucoup d'infos sur les zones chassées, la durée de la chasse, le nombre de gibiers prélevés. Et la finalité, c'est de faire ce type de carte que vous voyez à l'écran, avec plus c'est rouge, plus l'intensité de pression de chasse est forte. Et à terme, l'objectif, ça sera de voir comment se comportent les ongulés sur ces zones-là. Et justement pour ce faire, pendant toute la durée du programme depuis 2017, il y a eu un gros effort de capture, marquage et recapture des chevreuils et chamois, avec 96 chevreuils capturés dans le Jura, et suivis 3 fois par semaine de façon à identifier les causes de mortalité. Donc encore une fois, ça permet de quantifier, on a le regard, on connaît le régime alimentaire du lynx, même s'il y a toujours à apprendre, mais en se plaçant du côté population d'ongulés, ça permet aussi de savoir quel est l'effet du lynx et quel est l'effet des différentes causes de mortalité. Et donc on voit que je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les causes de mortalité, mais on voit que la prédation du lynx, elle a concerné 14 chevreuils de manière certaine. On peut en ajouter probablement 4 où on n'a pas tous les indices qui permettent de conclure, et notamment une photo de lynx qui revient sur la carcasse. Mais voilà, c'est entre 14 et 18 prédations par le lynx et 13 prélèvements de chasse. À terme, la finalité, c'est que ces données, elles servent à l'OFB et au CNRS à faire des analyses de survie, donc estimer la survie de la population chaque année. Globalement, c'est quel est le pourcentage de la population qui survit d'une année sur l'autre. Et ce taux de survie-là, il permet de le comparer avec d'autres études en Europe ou en France. Et donc les premiers chiffres traduisent un taux de survie annuel de 63%, avec un risque pour un chevreuil de mourir chaque année à la chasse de 12%, et de mourir des autres causes de mortalité, incluant le lynx, de 25%. Mais ce sont vraiment des analyses préliminaires, elles vont être approfondies à terme, et notamment on s'interroge beaucoup sur effectivement la prédation du lynx, mais aussi l'impact du réchauffement climatique, qui est déjà avéré avoir un effet sur le chevreuil, mais potentiellement d'autant plus dans des écosystèmes de montagne et de moyenne montagne. Pour ce qui est du chamois, on a capturé 110 depuis 2017, et donc selon la même logique, on a eu 13 prélèvements de chasse sur le chamois, et entre 4 et 7 prédations par le lynx. Et donc là, les premières analyses de l'OFB laissent penser à des taux de survie adultes qui sont très bons, comparables à des écosystèmes où il n'y aurait pas forcément de lynx. Et par contre, des questions plus sur la survie des jeunes, potentiellement liées à une prédation plus forte sur ces classes-là, mais aussi potentiellement, encore une fois, à des problèmes sanitaires ou de fécondité liés au réchauffement climatique. Ça, c'est des points à investiguer. Et donc justement, un petit point d'étape sur le projet Ecolem. Donc, je vous l'ai dit, on a recueilli des données depuis 2017, ce qui a demandé un gros effort à la fois financier de tous nos partenaires financiers que vous voyez en bas de l'écran.
de la part des fédérations qui ont sorti un gros autofinancement, mais aussi de tous les chasseurs qui se sont beaucoup mobilisés. Et puis je vois certaines personnes qui ont beaucoup participé aux captures, il n'y avait pas que des chasseurs, mais donc ça, voilà, c'est un effort pour lequel on remercie tout le monde. Et maintenant on rentre dans une phase d'analyse de données, c'est-à-dire que dans les 2 années à venir, l'OFB et le CNRS vont recruter des personnels pour analyser ces données-là. Ce qui veut dire que dans le cadre du projet Ecolem, les captures se termineront au 31 décembre 2025 et il y aura seulement une phase de suivi, donc suivi des ongulés qui sont déjà marqués et poursuite du suivi par le piégeage photographique, parce que ça c'est indispensable de suivre à la fois la présence du lynx et à la fois la chasse, le temps qu'il y a encore des ongulés marqués. Donc voilà où on en est sur le projet. Donc n'hésitez pas à poser des questions aussi sur ce point-là, mais l'idée n'était pas non plus de monopoliser la parole et laisser la parole à Louise. Pas de question ? Si. Toujours le scientifique. Non, mais le problème, c'est le biais du collier GPS, c'est-à-dire comment on pourra interpréter le chiffre, je ne sais plus combien, 13 chevreuils tués par le lynx, tant de chevreuils tués par le chasseur. L'idée de tout ça, c'est si un chasseur en battu voit un chevreuil avec un collier GPS, est-ce qu'il le tue ou pas, quoi. Enfin, en fait, dès le début, la consigne... Est-ce qu'il y a un biais ou un biais qui a déjà été démontré avec ce type d'études, quoi. Au début, la consigne était donnée aux chasseurs de les tirer au même titre que les autres pour limiter ce biais-là. Après, on sait qu'il existe, donc dans la bibliographie, il y avait eu ce type d'études-là faites déjà en Europe, et où ce biais-là avait été identifié. Nous, je dirais que ça a pu poser problème ponctuellement sur certaines sociétés au début qui se disaient oui, mais vous voyez le temps qu'il faut pour les capturer, on ne va pas vous les tirer dès le début. Ça a été, je pense, compensé par d'autres sociétés qui disaient vous nous embêtez avec vos chevreuils, donc on va les tirer en priorité. Donc la première année, je pense que l'un dans l'autre, ça s'est compensé, et au final, sur la durée, maintenant c'est rentré dans les mœurs. Si un chevreuil à collier fait partie des consignes de tir, il est tiré comme les autres. Et d'un point de vue plus scientifique, pour le mesurer, dans les carnets de battus, on a des fiches spécifiques où on note les animaux équipés de colliers s'ils sont observés. Donc on pourra avoir un indicateur, nombre de chevreuils vus nombre d'animaux marqués sur nombre de chevreuils vus, qui donnera un potentiel indicateur pour estimer le biais. Mais effectivement, dans tous les cas, il peut y avoir un biais. Inversement, les chasseurs au début nous disaient le collier va empêcher le lynx de les prédater. Encore une fois, on s'était renseigné en Allemagne, en forêt de Bavière, la moitié d'un effectif de chevreuils équipés de collier avait été prédaté par le lynx. Donc on savait qu'il n'y avait pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Il ne mange pas le collier quand même. Il ne mange pas le collier. Pas avec le GPS du chevreuil. Mais il y a des trous dans les plaques. D'autres questions ? Écoutez, je vous remercie vraiment pour les échanges, ils étaient très riches, et puis je remercie encore une fois Louise. On la félicite, on n'a pas dit, mais le président du jury de thèse était Charles Stepanov, donc, qui a écrit notamment le livre L'animal sauvage et la mort. L'animal et la mort ? Non, l'animal et la mort, l'animal et la mort, oui. Donc, et le jury de thèse a vraiment félicité Louise pour son travail, donc on réitère ses félicitations.